Ok. Bonjour à tous, bonsoir. Ravi de vous voir ce soir. Moi, je me présente aujourd'hui. Je m'appelle Petri Seval. Donc, je suis journaliste pour le Petit Journal à Londres. Donc, ça fait maintenant, grosso modo, 4 ans que je suis à Londres là-bas. Je suis accompagné de... Je vous laisse vous présenter. Alexis Tsatalvin, groupe Malakoff Humanis. Rachida Kassi, Caisse des Français de l'étranger. Et aujourd'hui, en fait, on va répondre à cette question. Comment s'installer au Royaume-Uni en moins de 60 minutes. En fait, on va parler la langue de Shakespeare et on va essayer de dénicher des petites clés pour réussir à bien s'installer au Royaume-Uni. Moi, je vais essayer de vous donner déjà quelques clés que j'ai pu expérimenter et je vais essayer justement de tout vous donner pour pouvoir poser au mieux vos valises outre-Manche, parce qu'il y a pas mal de trucs à savoir, notamment dernièrement avec pas mal de règles migratoires dont vous avez sûrement dû entendre parler. Mais bon, on abordera ça tout à l'heure. Alors, comment ça va se passer? Je vais essayer de vous donner le plus d'éléments possible pour réussir votre expatriation au Royaume-Uni. Alors évidemment, tout ne dépendra pas du diapo que vous allez voir, il y aura des choses que vous allez expérimenter sur le tas, mais ici l'essentiel, c'est d'avoir le plus d'éléments pour essayer de démarquer en bonne et due forme, essayer de démarquer de la meilleure des manières. Je vais... Bon, on va enchaîner, si ça veut bien marcher. Hop. Ok, donc Londres, comme vous le savez sûrement, l'une des capitales les plus dynamiques et les plus influentes au monde. Quelques chiffres très rapidement, 9 millions d'habitants sur place, plus de 300 langues parlées, 270 nationalités représentées et une économie lourde qui marche essentiellement par la finance, par la tech, par les sciences et par les banques. Mais au-delà des chiffres, Londres, c'est aussi une ville où on découvre, on apprend. C'est généralement une expatriation jeune, mais on peut quand même y aller beaucoup plus vieux. Et l'intérêt, c'est de découvrir des espaces d'opportunité, de diversité. Et en soi, Londres, c'est toujours en mouvement. C'est comme des capitales comme New York, je pense que vous le savez très bien. Mais voilà, il y a du mouvement permanent. Alors oui, le coût de la vie est assez élevé. On pourra aussi en reparler tout à l'heure. Le rythme est assez soutenu aussi. Tout le monde ne trouve pas forcément sa place du premier coup, mais je pense que l'essentiel, c'est de give it a try, essayer au maximum de laisser une chance à la ville pour pouvoir se laisser séduire. Et d'ailleurs, Londres offre bien plus qu'un simple séjour. Généralement, elle offre une vraie expérience professionnelle et personnelle pour des courts et moyens séjours. Vous êtes sûrement avertis de tout ça, mais est-ce que vous saviez que Londres, ça ressemblait à ça? Je vais enchaîner avec une petite vidéo rapidement. Si Orlan, c'est bon pour toi. Top. Bref, je suis dans la meilleure ville du monde. Bon, ça, c'est Londres. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Ah! Quoi? Ça va là? Oh. Ouais, désolé, pardon. Mais en ce moment, Londres, ça ressemble aussi à ça et à ça. Mais bon, si vous recherchez une ville pour vous installer, pour vous expatrier, Londres, c'est quand même une ville de choix, quand même, on va pas se mentir. Donc, entre les sorties, les opportunités professionnelles, la cuisine, je n'ai jamais pensé dire ça. Mais la cuisine, ouais, Londres, c'est quand même top. Et bizarre. Et alors, moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner envie d'aller en Grande-Bretagne. Et je vais vous donner quelques petits tips pour le faire au mieux. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce que je vais faire tout de suite. Cheers! C'est comme ça qu'on dit ici. Ok. Ça a bien marché. Ok. Bon, vous êtes sûrement avertis du fait aussi, mais c'est un peu galère en ce moment pour aller au Royaume-Uni. Beaucoup de règles migratoires qui se sont mises en place ces 2-3 dernières années, et on va essayer de les revoir. Plus précisément. D'abord, ce qui concerne les règles migratoires, c'est le sponsorship. Donc, depuis le Brexit, comme vous le voyez, les règles d'immigration au Royaume-Uni, elles se sont vraiment durcies. En gros, maintenant, il y a un nouveau schéma, c'est je cherche un visa de travail, je demande à des entreprises, les entreprises ne peuvent pas me donner de visa de travail car il coûte très cher, et du coup, j'abandonne en fait ma recherche de taf. L'intérêt, c'est d'aller au-delà de tout ça et de découvrir peut-être des visas disponibles. Alors, il y en a beaucoup, ils sont souvent cachés sur le site du gouvernement parce qu'ils ne les mettent pas forcément tout le temps en avant, mais il y en a énormément, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les journalistes, il y en a justement pour tous les talents, les travailleurs qualifiés, les travailleurs temporaires, les conjoints de famille, les partenaires visa. Alors voilà, il y a quand même une situation auquel on peut toujours se rattacher, en tout cas avec le gouvernement, et l'intérêt c'est de déplucher. C'est d'éplucher un peu le Gov UK, donc le gouvernement britannique, pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Ok, donc aussi, on va parler de l'ETA. J'imagine que vous en avez entendu parler, dans la plupart des cas, ouais. Nouvelle règle migratoire installée depuis 2025, autorisation électronique de voyage. Donc, en gros, c'est un visa pour les courts séjours, donc 6 mois maximum. Et ce visa, il embête un peu pas mal de gens parce que du coup, il détruit un peu les mobilités qu'on pouvait déjà trouver au Royaume-Uni. Donc, c'est-à-dire qu'on peut plus y aller maintenant librement, juste avec un passeport ou avec une carte d'identité. Maintenant, ça nécessite un visa un peu comme aux États-Unis. Et voilà. Alors, aujourd'hui, le coût de l'ITA, il est exactement à 19 € et quelques.
Il était à 12 € lors de son installation. Autant vous dire que d'ici peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, sans faire de statistiques, on pourra vraisemblablement augmenter ce prix-là, ce qui freine du coup l'immigration. Voilà, voilà. On va passer à la suite. Généralement, si vous êtes une famille ou simplement assez précautionneux de l'avenir, on recherche dans le système de l'éducation, c'est-à-dire qu'on va rechercher des écoles, on va chercher comment réussir à placer son fils ou ses enfants à l'école. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles au Royaume-Uni. Déjà, il y a l'école publique, comme vous voyez les state schools qui sont gratuites, financées par l'État. Bon, par contre, un petit conseil, il faut habiter dans le quartier parce que c'est vraiment, vraiment un bordel si vous habitez dans des quartiers complètement différents. On a aussi d'ailleurs les grammar schools. Donc là, je les ai pas marqués, mais c'est des écoles publiques qui marchent sur concours. Je sais pas si on a l'équivalent en France, mais elles fonctionnent sur concours. C'est un petit peu comme Harry Potter, c'est que le meilleur gagne. Et voilà, c'est des écoles assez haut placées. On a aussi les fameuses écoles françaises et bilingues. Bon, voilà, c'est pour ceux qui veulent rester fidèles à la conjugaison du subjonctif, pour ceux qui veulent rester fidèles à tout ça, à l'enseignement déjà vu en France. Il y en a un tas. Alors, je vais pas pouvoir toutes les énumérer, mais par elles, on a le lycée Charles de Gaulle, qui est assez connu. On a le lycée Winston Churchill. Le IFA, l'école Jeanne Emmanuel School, et voilà, donc on y fait du français, de l'anglais, parfois du coding, parfois du chinois, parfois whatever, pas mal de trucs. Hop. Tu peux dire que c'est hors de prix. Oui, alors elles sont hors de prix aussi. Justement, il y a une conférence dans 2 jours, si jamais vous voulez y assister, pour parler un peu plus de ce format éducationnel, pour essayer d'évoquer un petit peu les coûts, justement, mais aussi toutes les modalités qui sont parfois requises dans ces écoles-là. Donc, je vous laisse scanner le code si jamais vous êtes intéressé. C'est ce code-ci, et ce sera dans 2 jours, le jeudi 12 juin. Voilà. On a aussi d'autres écoles privées, on a des independent schools, on a des écoles aussi en ligne, mais je pense que je vais pouvoir vous passer tout ça et on pourra directement aller sur le logement. OK. Alors, le logement. Bon, ici, l'intérêt, c'est de vous donner un bon mode d'emploi pour éviter de finir à la rue, ce qui peut arriver parfois au Royaume-Uni. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que trouver un logement à Londres, c'est pas facile, mais c'est faisable. Ça reste faisable, somme toute. Ouais. Donc, on va revoir ici le nerf de la guerre. Alors, le prix. Alors, bon, les loyers à Londres, c'est vrai qu'il y a eu une vraie inflation ces 5 dernières années. J'ai mis 2 dernières années, mais c'est plutôt depuis 5 ans, depuis notamment la fin du Brexit. Autant dire qu'aujourd'hui, un studio dans le centre de Londres, quand je parle centre de Londres, c'est dans les zones principales, vraiment le cœur de la ville de Londres, on sera autour des 1800 pounds par mois, ce qui correspond à 2200 €, 2300 € si je ne me trompe pas. Charges non comprises, bien évidemment. Pour ce qui est d'une colocation, ce qui est aussi une solution envisageable, notamment pour quelqu'un qui est assez jeune, on est autour des 700 à 1300 pounds. Donc en français, on est autour de 900 € jusqu'à 1400, 1500 €. Ça reste une tranche, c'est assez large, mais en gros, on va dire que pour un loyer à Londres, il faudra compter en tout cas 1000 €. En tout cas. Ensuite vient la question de où trouver mon bien, comment je fais pour trouver mon bonheur à Hampstead. Eh bien, je vais sur des applications comme Spare Room que vous voyez juste là. C'est l'application avec le logo en haut à gauche. Pour des colocations rapides, voilà, l'intérêt c'est l'efficacité. On essaie d'aller au plus vite possible. Je recherche une chambre, je recherche un bureau, je cherche un endroit, direct Spare Room, assez simple. Et aussi Rightmove, alors qui fonctionne un peu plus avec des Français pour le coup. Donc là, si vous êtes des apprentis français, des étudiants français et que vous cherchez à vous installer au Royaume-Uni, vous pouvez passer par eux. C'est un peu plus long, c'est un peu plus cher, mais ils vous donnent directement des clés et généralement c'est des espaces qui sont déjà qui répondent en fait directement à vos attentes à partir de ce moment-là. Et on a aussi, bon, du coup, les agences immobilières. Alors, je déconseille d'expérience parce que ça reste quand même assez difficile de lâcher. Déjà, elles sont super chères. Les agences immobilières, elles prennent beaucoup de dépôts. Donc, ça reste quand même déjà compliqué à avoir quand on arrive sur place. Et aussi, bon, il y a énormément de prérequis. Donc, ils vous demandent généralement des dépôts de garantie. Ils vous demandent des justificatifs de revenus et ils vous demandent aussi votre situation au niveau visa, ce qui peut parfois être un peu compliqué parce que quand on dit qu'on est des internationaux, généralement, ils sont un peu plus réfractaires. Et c'est vrai que les agences immobilières, c'est un peu plus difficile de travailler, surtout si vous arrivez au Royaume-Uni d'un coup. Voilà. Ben, je vous propose de passer à la suite, de parler un petit peu des transports. Vous allez vite vous rendre compte qu'à Londres, les transports, ils sont obligatoirement en commun. Ils sont en commun direct. Alors bon, je vais faire une élude, la voiture, on évite. On évite parce que déjà, il y a une taxe tous les jours de 15 pounds, si je ne me trompe pas, ULEZ. Donc, c'est une taxe qui vous taxe tous les jours, littéralement. Puis les parkings, le stationnement, c'est l'enfer. Donc, la voiture, autant éviter, autant passer par les transports en commun. Alors, bon, on va rester sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on habite à Londres, on habite en zone. Il y a 9 zones à Londres, de la zone 1 à la zone 9.
Et le coût de votre trajet, en vrai, il sera calculé en fonction de la zone parcourue. C'est-à-dire que si vous allez de la zone 1 à la zone 2, ça vous coûtera à peu près un pound 75 qui correspond à 2 euros. Si vous allez de la zone 1 à la zone 9, vous doutez bien que ce sera beaucoup plus cher. On est plus autour des 11 pounds, donc du coup 13 euros, 14 euros vraisemblablement. Voilà, bon, il y a quand même des solutions pour les transports pour les rendre beaucoup moins chers. Il y a des Oyster cards que vous pouvez voir directement. Dès que vous arrivez en station, c'est partout, c'est en bleu, c'est immense, vous voyez que ça. Donc vous pouvez prendre des cartes généralement qui amoindrissent les coûts. Il y a aussi des rail cards et les enfants de moins de 11 ans, par ailleurs, voyagent gratuitement quand ils sont avec un adulte. Voilà, donc un petit bonus assez sympa. D'ailleurs, bon, je vais vous parler des autres transports aussi. Les bus, par exemple, les bus, par exemple, ils coûtent 1,75 £, peu importe le trajet où vous allez. C'est-à-dire que si vous allez à la station d'après ou vous allez à l'autre bout de la ligne, ce sera forcément 1,75 £. Donc, c'est à prendre en compte généralement quand on veut se déplacer à Londres parce que c'est une option qui est pour le coup vraiment, vraiment envisageable. D'ailleurs, il y a un plafond tarifaire qui s'applique et qui fait qu'en gros, vous ne pouvez pas dépenser plus de 12 pounds par jour, en tout cas avec les bus. Voilà, donc, vous avez beau faire des correspondances, c'est impossible de dépasser les 12 pounds. Pareil pour le métro, je crois que si on va de zone 1 à zone 2, on ne peut pas dépasser les 12 pounds par jour non plus. Voilà, donc, il y a un petit plafond qui s'applique, ce qui est quand même pas négligeable. Bon, il y a aussi les vélos et les bus. Pardon, les vélos et les trottinettes que j'ai pas mentionné là, mais c'est vrai que c'est une option qui est aussi pas mal choisie par les Londoniens, notamment par les Britanniques qui préfèrent se déplacer à vélo. Déjà, au niveau environnement, c'est déjà plus sympa. Et en plus, ça peut revenir à moins cher, notamment sur des courtes distances. Donc, c'est vrai que vous pouvez aussi avoir cette option. Là, j'ai mis les Lime Uber, mais il y a aussi une marque qui s'appelle Santander qui marche très bien aussi au Royaume-Uni, avec laquelle vous pouvez vous déplacer. Il y a aussi des applications du coup à avoir, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans le kit essentiel pour se déplacer au Royaume-Uni. Ok. Pour ce qui est de vivre à l'anglaise, alors ça va être un point non négligeable et très important parce que pour le coup, ils sont culturellement très près et très différents en même temps de nous. Vous allez changer d'ambiance, c'est sûr. Votre quotidien va risquer de basculer un petit peu et ça s'apprend pas trop la vie à l'anglaise. Je pense que ça se vit au moment où on y arrive. La première chose qui frappe déjà, c'est la nourriture. Alors oui, je sais, on mange très bien ici, on mange très bien en France. Il y a un petit choc culturel quand on arrive en Angleterre parce que quand ils mangent leur bacon sur des haricots rouges avec du ketchup et tout, il y a un petit truc qui se passe qui est pas très agréable. Mais on arrive quand même à s'y faire au bout d'un moment parce qu'en fait, la cuisine londonienne, c'est la cuisine du monde. C'est-à-dire que vous pouvez aller manger éthiopien à Brixton, vous pouvez aller manger indien à Whitechapel, vous pouvez aller manger coréen au cœur de Soho. Vous pouvez aller manger libanais à Edgware. Enfin bref, voilà, vous pouvez trouver votre bonheur. Et puis il y a aussi les food markets, par exemple, que j'ai pas mentionné ici, mais qui sont des grands marchés, des immenses marchés, où vous pouvez littéralement trouver de tout en une heure. Vous pouvez manger argentin, vénézuélien, coréen. Bref, je vais pas faire tous les pays du monde, mais voilà. Et aussi, comment parler de vivre à l'anglaise sans mentionner les pubs? Bon, je pense qu'on est obligé d'y faire un détour. Institution sociale, on y boit, on y mange, on y vit. Ouais, il n'y a pas meilleure définition. À partir de 17h, généralement, on va dans le pub le plus proche, on reste debout, on prend une bière et c'est généralement de tout ce qui se passe, on reste entre amis. Évidemment, les sorties, concerts, théâtre, musées, souvent gratuits aussi, comme à Paris. Soirée assez improbable. Même avec peu de moyens, on arrive à sortir à Londres. Je pense que c'est ça qui est cool, notamment quand on est jeune. Quand on arrive à s'expatrier au Royaume-Uni, il y a toujours quelque chose à faire, en fait. L'intérêt, c'est jamais de rester chez soi. Et enfin, il y a des petits trucs à savoir, notamment sur la vie locale. Voilà, déjà, il ne faut pas râler dans les files d'attente. Voilà, faut essayer de décompresser, tout se passe bien. La météo est grise. Ok, voilà, ça on le sait aussi. Mais bon, au final, on arrive quand même à s'adapter rapidement. Je passe très rapidement à ma conclusion. Ça, c'est un petit guide pratique. Voilà. Si jamais vous voulez vraiment partir demain, c'est ça que je vous conseillerais vraiment. Déjà, Revolut ou Monzo obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est des banques en ligne qui vous prennent pas de frais quand vous arrivez sur place. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher dans des banques en Angleterre, chez par exemple d'autres banques, mais c'est vrai que ces banques en ligne-là marchent très bien, notamment pour les transports en commun. Vous avez juste à passer votre carte en fait et tout passe systématiquement sans rien. Les barras Lyca Mobile ou en opérateur, voilà. Moi j'ai fait la mauvaise erreur d'arriver avec mon forfait SFR. J'ai vite compris que il me déduisait énormément. J'ai passé énormément en hors forfait, donc je pense que la meilleure solution c'est d'essayer de trouver des opérateurs sur place qui sont disponibles et identifiables rapidement. Carte bancaire dans le métro, effectivement, parce que c'est pas comme ici. Ici, je crois qu'il y a des tickets avec la RATP. Là-bas, non, zéro ticket. On passe avec la carte bancaire, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Generalist praticien, je laisserai notamment la CFE en parler peut-être plus tard. LinkedIn pour les professionnels, si jamais vous arrivez là-bas sur place sans réseau. Et que vous essayez de vous insérer dans ces réseaux, je pense que LinkedIn c'est un indispensable sur place. Les groupes Facebook,
J'ai mentionné Frogs in London et Français à Londres parce que c'est des groupes qui généralement vous permettent, quand vous arrivez sur place, de quand même rester entre Français. Alors, je sais que c'est pas forcément ce qu'on veut quand on arrive dans un nouveau pays, mais peut-être qu'au départ, pour poser les bases, essayer de s'implanter, c'est peut-être la meilleure des solutions, en tout cas de rester un peu entre Français et après de découvrir. Donc voilà, ces deux groupes-là font ça très bien. Londres accueille. Effectivement, si vous avez aussi envie de tenter de nouvelles choses à Londres, de tenter des clubs, je sais qu'ils font pas mal de clubs, des clubs d'aviron, des clubs d'échecs, des clubs de... Enfin bref, vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous voulez. Aldi et Lidl, je les ai mentionnés parce que c'est vrai qu'on oublie parfois en arrivant sur place qu'ils existent, mais ils existent à Londres aussi. C'est une possibilité pour faire ses courses beaucoup moins chères. On n'est pas obligé d'aller dans les big Tesco et tout ce qu'on trouve pas mal à Londres. Et enfin, Citymapper, je pense que vous l'utilisez déjà à Paris, mais ça marche très bien aussi à Londres. Donc voilà, je pense que c'est une application de choix, notamment lorsque vous arrivez. Voilà. Maintenant, je vais déjà, merci de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes. Je vais laisser la parole à Rachida, directrice marketing de la communication et du développement de la Caisse des Français de l'étranger. Voilà, je te passe ce petit... Super. Alors oui, effectivement, difficile d'aborder une expatriation quelle qu'elle soit, surtout au Royaume-Uni, sans envisager d'avoir étudié la protection sociale, en tout cas plus particulièrement sa couverture de sécurité sociale, ou en tout cas au moins la santé. Et après, on parlera de la retraite. Juste quelques mots pour commencer sur la CFE. Donc, on est un organisme de sécurité sociale qui a été conçu pour les Français qui s'installent à l'étranger. Donc, c'est en fait comment exporter sa protection sociale, sa sécurité sociale à l'étranger. Donc, comme un organisme de sécurité sociale, on est régi par des administrateurs, mais spécifiquement pour la CFE, ce sont principalement des Français installés à l'étranger, donc ils peuvent au quotidien nous apporter leur plus-value, nous aider à nous adapter, puisqu'en fait l'idée c'est d'importer la réglementation française et d'essayer de l'adapter à une réglementation déjà existante. Et j'aborderai peut-être en quelques mots ce qui est existant au Royaume-Uni. Donc nous, on est présent partout dans le monde. Il n'y a pas de comment dirais-je, d'exclusion en termes de pays, parce que on applique le principe de la sécurité sociale française, à l'étranger. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'équivalent du remboursement de ce que la sécurité sociale vous aurait remboursé à l'étranger, qu'on applique, en France. Je vais la refaire. C'est le principe de ce que la sécurité sociale vous aurait remboursé en France. On le proratise par rapport au coût de la santé. Donc, si je prends un exemple assez simple, vous allez chez un médecin généraliste en France, la sécurité sociale vous rembourse 18,55 €. Bah, nous, à l'étranger, on vous remboursera la même somme, qu'importe ce que vous aurez payé. Et à Londres, le coût d'un généraliste, on est plutôt, en tout cas dans le privé, c'est plutôt de l'ordre de 150 à 200 € la consultation. Donc, c'est pour ça que si vous ne l'aviez pas prévu, il est important de vous renseigner sur le système de soins et de santé sur place pour pouvoir prendre la bonne décision. Donc, je disais qu'on est présent partout dans le monde, on couvre à peu près 200 000 personnes et on offre les mêmes garanties que la sécurité sociale en France, donc la santé, maladie, maternité, invalidité, la partie pour les salariés, accidents du travail, maladie professionnelle, on entend plus communément parler de prévoyance, et la retraite. Et j'insisterai longuement sur la partie retraite, puisque la CFE est le seul organisme à permettre aux Français qui vont travailler à l'étranger, exercer une activité salariée, de pouvoir continuer à cotiser au système de retraite français. Donc, de continuer à cotiser pour des trimestres et à percevoir du coup une intégralité, en tout cas sécuriser sa pension de retraite pour la recevoir dans son intégralité. Donc, à la différence d'une assurance privée d'une assurance privée, donc nous, on a les principes de la sécurité sociale, donc la solidarité, la sécurité sociale pour tous, donc pas d'exclusion médicale, pas de limite d'âge, on couvre vraiment tout le monde, on prend en charge toutes les pathologies. Donc dès lors que vous vous inscrivez à la CFE. Donc si vous souscrivez à la CFE dans la continuité de votre départ de France, on vous couvre dans la continuité, donc il n'y a pas d'interruption dans vos remboursements. Et puis, depuis quelques années maintenant, on permet aux Français de l'étranger de pouvoir continuer à conserver leur carte vitale dans le cadre de leur séjour, de leurs soins qu'ils réalisent en France. Donc ça, c'est dans le cadre de séjours temporaires. Donc, sur à peu près toutes nos garanties, on permet de pouvoir continuer à se faire soigner en France sur la partie santé.
Donc, sur la partie santé, comme je l'expliquais, c'est une des garanties. Donc, on couvre les personnes, qu'elles soient seules ou en famille. On a des offres qui ne couvrent que les soins en France ou les soins en France et à l'étranger ou que à l'étranger. Et on a des plateformes dématérialisées, donc, où du coup, vous pouvez effectuer vos remboursements, vos demandes de remboursement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quand je disais qu'on a un produit phare donc, qui s'appelle Monde Expat Santé, donc, qui couvre tous les frais de santé partout dans le monde, selon l'équivalent France, et également en France lors de séjours temporaires, sur bien souvent des actes, ou en tout cas là pour le Royaume-Uni, il est évident que le coût de la santé coûte tellement cher, et je parle du privé, qu'il faudra penser à avoir une complémentaire, et je laisserai mon partenaire de conférence en parler mieux que moi. Pour les systèmes de santé à l'étranger qui peuvent être obligatoires ou assez suffisants, on a mis en place un produit qui ne rembourse que les frais de santé en France, donc qui s'appelle France Expat Santé. Et puis, pour les retraités, on a un produit spécifique qui s'appelle Retraite Expat Santé. Donc ça, c'est pour la santé. Je ne développerai pas plus, sauf si vous me posez des questions. Sinon, vous retrouverez l'intégralité des explications sur notre site Internet. En deuxième garantie, donc c'est l'assurance risque professionnel. C'est ce qu'on appelle en France l'accident du travail, la maladie professionnelle. Donc là, c'est une couverture qui vient vous indemniser en cas d'accident de travail qui vous empêche du coup de travailler, donc pour lequel vous êtes en arrêt de travail. Donc là, la CFE, à l'étranger, pareil, si vous avez souscrit à cette offre-là, viendra indemniser cette perte de salaire qui vous empêche d'aller travailler et prendra en charge à 100%, équivalent France, de tous les soins afférents à cet accident de travail ou cette maladie professionnelle. Et enfin, je disais sur la retraite, donc en fait, aujourd'hui, il existe, en fonction des pays, des conventions bilatérales entre la France et certains pays à l'étranger, pas tous, en l'occurrence au Royaume-Uni, il en existe une, qui vous permet, en fait, en cotisant localement, de pouvoir cotiser sur vos trimestres français. C'est-à-dire qu'en cotisant localement, vous pouvez, au moment de liquider votre pension de retraite, dire ce que j'ai cotisé au Royaume-Uni, je souhaite l'intégrer à ma carrière française. Donc, ça vous permet d'éviter des trous dans votre carrière, mais ce système-là ne vous permet pas de prendre en compte le salaire dans le calcul de la pension. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on parle de retraite de base, c'est bien ce que la CFE propose. Il y a la retraite de base et la retraite complémentaire. Sur la retraite de base, le calcul de la pension, c'est le nombre de trimestres cotisés. Alors, c'est un calcul un peu plus complexe, mais on prend en compte plusieurs paramètres. Le nombre de trimestres cotisés et la moyenne des 25 meilleures années de salaire. Si vos salaires perçus au Royaume-Uni, ou en tout cas à l'étranger, peuvent faire partie de ces 25 meilleures années de salaire, en faisant jouer les conventions, vous ne pourrez pas intégrer le salaire perçu dans le calcul de la pension. Donc, par contre, en cotisant à la CFE, ça vous permet à la fois d'intégrer les trimestres et également les salaires s'ils font partie des 25 meilleures années de salaire. Donc ça, c'est pour les personnes qui exercent une activité salariée. Et uniquement pour les personnes qui exercent une activité salariée. Si vous partez travailler de manière indépendante ou autre, en tout cas pas salarié, là, il faut regarder d'autres systèmes de retraite puisque vous ne pourrez pas cotiser par le biais de la CFE. Et puis, par contre, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est quand même bon à savoir, si vous vous retrouvez dans le cas où vous accompagnez votre conjoint qui va exercer une activité à l'étranger et que vous vous retrouvez à démissionner de votre emploi en France, vous sachez qu'il est possible de cotiser aussi à la CFE dans cette condition-là et dans la condition où vous n'exercez pas d'activité à l'étranger. Donc, ça vous permet en fait de venir sécuriser le début de carrière que vous avez commencé à cotiser en France et ça vous évite de commencer à accumuler ce qu'on appelle un trou dans votre carrière. Je crois que j'en ai fini. Bon, la carte vitale, vous connaissez tous, je passe. De toute façon, vous aurez les slides. Et si vous souhaitez de plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site www.cfe.fr ou sur les contacts mentionnés. Merci. Alors, avant de, on va poser des questions à la fin, si vous en êtes d'accord, parce que peut-être qu'on en a répondu. Avant de parler de la complémentaire, parce que c'est un peu l'objet de mon intervention, 2 mots sur le système anglais, je parle sous tout contrôle. En anglais, vous avez une institution qui est le NHS, qui est
l'équivalent de notre sécurité sociale fondée après la Deuxième Guerre mondiale. Comme la Sécu en France qui souffre pas mal d'une augmentation de l'âge moyen, d'un sous-investissement latent pendant les années Thatcher. Et donc, c'est un peu un système qui est en crise, mais enfin, bon, un peu comme la Sécu. Alors, le système anglais, il est assez simple. À l'origine, vous êtes couvert gratuitement pour l'ensemble des soins auxquels vous avez besoin. Voilà, ça, c'est sur le papier. Puis, avec le temps, le système est un peu différent dans la mesure où on a mis en place des plafonds, on a mis en place des montants minimums qui vous obligent à participer, par exemple, aux frais de pharmacie. Vous avez un système de référent avec un médecin référent, le fameux GP dont on parlait tout à l'heure. Donc, le GP, c'est le General Practitioner, c'est le médecin qui vous est rattaché. Le GP, donc vous en avez qu'un, vous ne pouvez pas le choisir, hein, comme en France. Vous avez des délais d'attente potentiellement, après ça dépend des endroits, mais vous avez des délais d'attente qui sont très très longs. Donc c'est très rare d'avoir un rendez-vous en moyenne à moins de 3 semaines hein, avec un médecin. Donc autant dire que si on a un petit mal de gorge, on ne va pas chez le médecin. On y va quand c'est sérieux. Et puis vous avez un système, un parcours de soins un peu comme en France, un peu plus strict. Vous ne pouvez pas aller voir la plupart des spécialistes avant d'aller voir votre GP. Et puis, l'autre mot du NHS, c'est le sous-financement de l'hôpital. Et là, c'est pareil, on entend parler tous les jours de délais d'attente d'1 an, 2 ans, 3 ans pour se faire opérer au Royaume-Uni. Bon, alors, c'est pas non plus catastrophique. Hein, l'espérance de vie aux États-Unis, elle n'a pas chuté. Au Royaume-Uni, elle n'a pas chuté. Elle n'est pas beaucoup plus basse qu'en France. Et en plus, ils mangent moins bien. Donc, ils ont quand même un système de santé qui fonctionne. Mais il faut bien avoir en tête que ça n'a pas grand-chose à voir avec le système français. Et un peu le risque, comme le risque qu'on a en France, il s'est mis en place un système de 2 vitesses où si vous n'avez pas les moyens, vous avez le NHS. Et puis, si vous avez les moyens, vous payez une assurance privée. Donc, il existe des assurances privées au Royaume-Uni qui vous permettent d'aller, comme Rachida l'a dit, chez un médecin privé. Et là, ce n'est pas la visite gratuite de votre GP, c'est minimum 120, 150 livres. Voilà, et je ne parle pas des frais annexes que vous pourriez avoir ou d'autres soins type l'optique, le dentaire, où là, vous avez dans le privé, tout est à l'avenant, ça sera aussi beaucoup plus cher. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, si vous dites, moi, me reposer que sur le NHS, ça m'embête, vous avez les assurances locales, mais généralement qui vous couvriront que au Royaume-Uni et que pour une partie des soins auxquels vous aurez besoin, ou alors vous choisissez de garder votre protection sociale française avec la CFE, et l'intérêt, c'est de prendre une complémentaire, parce que comme Rachida l'a dit, la CFE, elle va vous couvrir uniquement à hauteur de ce que rembourse la Sécu. C'est-à-dire que c'est vous qui devrez faire l'avance du reste, vous aurez un reste à charge très élevé. Voilà. Bon, voilà, grosso modo, la big picture du sujet. Alors, 2 petites définitions. Là, on parle d'expat au sens de la Sécu, et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui quitte la France, alors pas forcément de manière définitive, mais qui est plus rattaché au système de sécurité sociale français. Donc, je vais faire mes études au Royaume-Uni, sauf si c'est via un programme d'échange, et dans ce cas-là, je reste rattaché via ma fac ou mon école française, je reste rattaché au système français. Mais si je vais faire mes études au Royaume-Uni sans aucun lien avec la France, je dépends maintenant du NHS et du système britannique. Si vous quittez votre travail en France ou vous allez chercher du travail au Royaume-Uni, vous n'êtes plus résident en France, vous ne travaillez plus en France, vous n'avez plus la sécurité sociale française. Voilà. Donc vous êtes expatrié au sens de la Sécu. Alors un petit mot sur le détachement au sens de la sécurité sociale. Le détachement, c'est un système un peu particulier qui est réservé aux salariés qui travaillent en France et qui sont envoyés pour une mission courte par l'employeur français au Royaume-Uni. Et dans ce cas-là, ce salarié garde la totalité de la protection sociale française. C'est une exception à la règle. Il n'a pas à cotiser localement parce qu'il y a des accords de détachement entre le Royaume-Uni et la France. Mais là, c'est un peu les privilégiés, contrat de travail en France, envoyés temporairement au Royaume-Uni, parce que généralement, c'est limité dans le temps, et on garde toute la protection sociale française. Je rappelle les limites
territorial du régime français, je viens un peu de l'expliquer, mais dès lors que vous quittez la France, vous n'êtes plus couvert par la sécurité sociale française. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit sur votre carte vitale que vous êtes couvert jusqu'en 2029 que vous l'êtes. Hein. À partir du moment où vous êtes plus en France, vous n'êtes plus couvert. Et normalement, d'ailleurs, vous êtes censé rendre votre carte vitale, sauf si vous gardez la CFE. Et dans ce cas-là, vous pourrez utiliser la carte vitale au titre de votre couverture CFE. Mais vous ne serez plus couvert par la sécurité sociale française. Ça, c'est important de le dire. Alors, d'autant que vous n'êtes pas sans savoir que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Autant, au sein de l'Union européenne, il existe des règles de coordination. Et si vous avez un voyage temporaire, vous avez la carte européenne. Et si vous quittez la France pour un autre pays, vous êtes couvert automatiquement par votre pays d'accueil. Ce n'est plus le cas avec le Royaume-Uni. Donc, il vous appartiendra, si vous vous installez là-bas, de faire les démarches auprès du régime britannique pour être inscrit au NHS. Voilà. Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait, Malakoff Humanis? On est un groupe paritaire et mutualiste de protection sociale. Donc, on a 2 métiers. On s'occupe de la retraite complémentaire des salariés du privé en France, les régimes Agirc-Arrco. On gère 40% à peu près des régimes complémentaires français. Et on a une autre activité qui est une activité concurrentielle, puisqu'on est un assureur qui nous occupons de santé et de prévoyance, essentiellement en complément de la Sécu. On couvre, j'ai plus les chiffres en tête, mais plusieurs millions de personnes en France. Eh bien, on a transposé cette activité pour les expatriés et on va proposer aux expats, s'ils sont salariés, de continuer à cotiser au régime complémentaire, donc pour la retraite. Donc là, il faut être salarié et il faut avoir les moyens, puisque en France, c'est l'employeur qui paye une grande partie de ses cotisations et là, ce n'est pas votre employeur anglais qui les paiera, donc ce sera à vous de tout payer. Autant vous dire que ça peut coûter cher et que si vous n'avez pas négocié avec votre employeur un bon salaire, ça va être compliqué de vous garder toute votre protection sociale française. Enfin, sachant que les régimes anglais sont parmi les plus bas en Europe, hein, s'agissant de la retraite, que la retraite de base, c'est un peu l'équivalent du minimum vieillesse en France, et donc le gros de votre retraite, si vous travaillez au Royaume-Uni, il sera basé sur le fonds de pension qu'aura mis en place ou pas votre employeur. Voilà. Donc là, c'est pareil. Si vous n'avez rien, ou si vous avez les moyens, ou si vous dites, moi, je ne veux pas dépendre uniquement d'une retraite britannique, vous pouvez cotiser volontairement à la retraite complémentaire. Même chose pour la santé et la prévoyance. On intervient en complément de la CFE comme une mutuelle. C'est exactement le même principe. Vous avez la Sécu, l'équivalent, c'est la CFE. Vous avez la complémentaire. Et c'est là, nous, on va pouvoir faire diminuer votre reste à charge, puisqu'on vous couvrira à hauteur de tout ou partie des frais que vous aurez engagés. Alors, on a plusieurs niveaux de couverture. On a 5 niveaux de couverture avec des plafonds plus ou moins élevés. Et vous pouvez prendre le minimum qui vous couvrira sur l'hospitalisation ou la grosse couverture avec des plafonds très élevés en optique, en dentaire. Mais forcément, ça coûte plus cher. Donc, tout l'enjeu, c'est en fonction de vos besoins, de votre âge, de votre ressource, de savoir quelle est et puis de là où vous résidez, parce que résider à Londres, c'est pas la même chose que de résider à Manchester, hein, les coûts sont pas les mêmes. Donc, en fonction de tout ça, on vous propose des garanties adaptées à vos besoins. Voilà, donc très rapidement, j'ai parlé de la retraite de base avec la CFE, la retraite complémentaire. Vous pouvez faire le choix de faire de la retraite par capitalisation, mais là encore, les Britanniques sauront vous proposer tout ce qu'il vaut, puisque le deuxième pilier britannique, il est basé sur des fonds de pension, santé, prévoyance, assurance chômage. Alors, assurance chômage, vous pouvez cotiser à titre volontaire, puisque le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Sachez simplement que si vous êtes salarié, vous pouvez garder l'assurance chômage française. Enfin, ça s'ajoute à toutes les cotisations possibles. Donc, à la fin, quand on regarde la note, on se dit qu'il faut faire des choix. Et c'est là où on va pouvoir vous aider pour vous dire, voilà, la priorité, c'est quoi? C'est plutôt la santé, plutôt la retraite. Et en fonction de ça, on pourra vous guider et vous donner en tout cas un devis pour vous dire combien ça coûte. Puis après, vous choisirez une couverture adaptée et vous pourrez négocier éventuellement avec un employeur. Voilà, là, c'est un tableau de transposition de la protection sociale en France et à l'étranger. Donc, en France, quand vous êtes salarié, vous cotisez à l'assurance vieillesse. Et quand vous êtes salarié à l'étranger, vous pourrez cotiser
à la CFE, ça revient au même. Hein, c'est comme si vous cotisez à la CNAV. L'assurance maladie CFE à l'étranger. La retraite complémentaire chez nous, Agir Carco en France, Agir Carco à l'étranger, mais sur une base volontaire. Et puis le chômage, je l'ai dit, c'est France Travail, mais sur une base volontaire. Voilà, je suis allé très très vite. C'est juste pour avoir en tête que vous pouvez transposer la totalité de la protection sociale française. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, en Angleterre, le coût de la vie est élevé, donc vous aurez à faire des choix et c'est là où on pourra vous aider. Voilà, merci beaucoup. Puis maintenant, on répond à vos questions, s'il y en a. Alors, on a une question sur est-ce qu'avec la CFE, le nombre de soins en France est limité par an ou par coup quand on revient? Non. Alors, c'est pas limité par an ou par coup, c'est limité sur la durée du séjour. En fait, ce qu'on a expliqué, c'est qu'à partir du moment où on quitte la France, on n'est pas censé y revenir et se faire soigner tout au long de l'année. Donc, c'est ce que je disais dans ma présentation. Nos principaux produits couvrent lors de séjours temporaires. Et des séjours temporaires, c'est moins de 3 mois. Donc, en fait, il faut rester moins de 3 mois en France. Alors, on peut revenir autant de fois que l'on veut, mais il faut rester moins de 3 mois consécutifs en France. Alors, je me permets, les 3 mois, ils ne sont pas anodins. C'est qu'en France, il y a une réglementation, la loi Puma, qui dit en substance, dès lors que vous résidez plus de 3 mois en France, vous êtes couvert automatiquement par la sécurité sociale, que vous travaillez ou pas. Voilà. Et donc, on considère que si vous restez plus de 3 mois en France alors que vous résidez normalement au Royaume-Uni, vous êtes censé être réintégré à la sécurité sociale française. Merci. Et la deuxième, c'est en cas de congé maternité, comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en France, tout est fluide et ça se passe plus ou moins bien. À l'étranger, c'est au même titre qu'on se retrouve à payer ses cotisations, on se retrouve à faire les mêmes démarches. Donc, à partir du moment où on fait le choix d'être à la CFE dans la continuité de son départ, il n'y a pas de carence. Donc, la carence, c'est une période pendant laquelle on paye ses cotisations, mais on ne peut pas prétendre à des remboursements. Donc, si on souscrit à la CFE dans la continuité, il n'y a pas de carence. Donc, s'il y a une maternité dans la continuité, donc c'est jusqu'à 3 mois après son départ de France, s'il y a une maternité entre-temps, la CFE la couvrira. En revanche, si on souscrit à la CFE après les 3 mois de délai, on va appliquer une carence de 3 mois ou de 6 mois en fonction de son âge. Et donc, il ne faut pas avoir une maternité dans les temps. En fait, il faut être couvert par la CFE avant de tomber enceinte, pour être clair. Après, pardon, mais dans tous les cas, si vous résidez officiellement au Royaume-Uni, vous aurez le NHS pour la maternité. Hein. Alors, après, sur le NHS… Mais je connais moins le fonctionnement. Alors, pour avoir beaucoup d'écho quand même sur le NHS, on nous dit souvent, alors effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas le choix de son praticien. Du coup, on va là où il y a de la place aussi. Et il ne faut quand même pas oublier qu'il y a là souvent la barrière de la langue. Donc, il faut souvent y être, nous. On peut être bilingue dans son quotidien, mais après, quand on doit arriver à expliquer des mots ou des maladies, ce n'est pas forcément une maternité, parfois on a besoin de reparler notre langue maternelle ou d'avoir le choix de son praticien. Et donc, c'est pour ça souvent que les personnes, en tout cas, que j'ai pu rencontrer, nous disent qu'elles préfèrent choisir le réseau privé. Et est-ce qu'en cas de maternité, c'est quelque chose qui est déjà inclus dans les packs que vous proposez ou est-ce que c'est une option à prendre en compte? Non, nous, il n'y a pas d'option. C'est inclus donc, dans la garantie de base de la santé. Et voilà, il faut juste être couvert par la CFE avant de tomber enceinte. Mais alors, par contre, ce que je disais aussi, c'est que effectivement, en France, souvent quand on exerce une activité salariée, par exemple, quand on doit faire une déclaration de grossesse auprès de la sécurité sociale, souvent ça passe par l'employeur. Là, il faut aussi penser que l'employeur est étranger et ne connaît pas le système français, donc il faut faire soi-même la démarche. Donc, tout se fait par le biais de nos espaces personnels, nos espaces dématérialisés. Quand on a des partenariats comme avec Malakoff Humanis, ça peut se faire aussi sur l'espace de Malakoff Humanis. On a des accords de gestion. Donc, voilà, donc c'est assez fluide, mais la démarche, contrairement à lorsque l'on est en France, vient de la personne elle-même. Et une dernière question pour répondre aux personnes qui sont avec nous en ligne. Il y a beaucoup de questions sur les visas. Malheureusement, ce n'est pas le sujet du jour. On en est désolé. Donc,
qu'on traite aujourd'hui seulement de la santé et de la vie à Londres ou en Angleterre en tout cas. Désolée à tous ceux qui ont posé des questions sur les procédures de visa et quel visa demander pour partir au Royaume-Uni. Non, peut-être quand même leur dire un mot rapidement, très rapidement, en expliquant que. Oui, pardon. Merci. En expliquant très rapidement que c'est pas facile de trouver un visa au Royaume-Uni parce qu'effectivement, ils sont difficiles d'accès, ils sont difficiles financièrement, notamment au niveau de l'aspect, mais il y en a quand même des disponibles. C'est pour ça que je renseignais tout à l'heure d'aller sur le site du gouvernement UK.gov parce que il y a plein de visas cachés en fait. Il y a plein de visas que nous on n'a pas l'habitude de voir. Moi, j'en ai fait l'expérience personnelle, mais il y a plein de visas qui sont pas, si vous voulez, dans les grands paniers et qu'en fait, on peut trouver potentiellement en allant sur le site du gouvernement. C'est pour ça que j'incite toutes les personnes qui justement se posent des questions sur le visa à aller directement sur le site. Alors pour le coup, on peut reprocher énormément de choses au NHS et au gouvernement, mais j'avoue que le site gov.uk, pour le coup, par rapport à ça, peut répondre à certaines questions pratiques. Donc si jamais il y a des questions, en tout cas, il faut aller sur le site du gouvernement et voilà, on peut trouver des réponses là-dessus. Moi, j'avais une question par rapport à la nationalité. CFE, il faut vraiment être français, même si on a un étranger qui a vécu en France et travaillé pendant 20 ans, 30 ans, il n'a pas le droit. Alors, ça va dépendre des garanties auxquelles vous allez souscrire. Sur la partie santé, il faut être de nationalité française ou européenne pour le titulaire du contrat. En revanche, sur la partie bénéficiaire, donc sur les personnes que l'on couvre, les conjoints et les enfants, il n'est pas obligé d'être de nationalité française. Ce qui est important, c'est que le titulaire du contrat doit être de nationalité française ou européenne. Et sur la partie retraite, il n'y a pas de critère de nationalité. Il faut avoir en quelque sorte déjà travaillé en France, puisque l'idée, c'est de continuer à alimenter son compteur de carrière. Des doubles nationalités, il n'y a pas d'impact. Français et... Pas d'impact. Donc, nous allons arrêter là. On va faire le live en direct. Et on vous remercie pour votre présence.